La vallée des rois en Égypte. Un dédale de tombes creusées il y a plus de 3500 ans et qui abrite la dernière demeure du célèbre pharaon Toutankhamon. Lorsqu'il a découvert ce tombeau, il était bouche bée. Aucune découverte n'a suscité depuis une telle effervescence. Aujourd'hui encore, des chercheurs travaillent à l'intérieur du tombeau pour percer à jour ces mystères. Chaque jour, de nouvelles questions surgissent. En quoi ce tombeau est-il si exceptionnel? Et comment a-t-il pu rester enfoui sous terre pendant plus de 3000 ans? Pour le savoir, nous allons plonger au cœur de la vallée des rois, à la découverte de ses chambres funéraires secrètes et de son sarcophage doré, dont les mystères n'ont pas fini de nous étonner. Le long du Nil, dissimulé derrière une chaîne de montagnes, s'étend une gigantesque nécropole ancienne. La vallée des rois. Enfouies sous d'imposantes entrées de pierre, des dizaines de sépultures servent d'ultime demeure aux puissants pharaons d'Égypte. La vallée des rois a servi de lieu de sépulture pendant environ 5 siècles. Il fallait à tout prix protéger le corps du pharaon de manière à le conserver pour l'éternité. Aujourd'hui, des archéologues du monde entier ont recours aux dernières techniques de pointe pour comprendre le mystère de ces caveaux souterrains. En sous-sol, plus de 60 tombes ont été taillées à même le rocher. Elles ont pour la plupart une structure identique. Des galeries s'enfoncent sous terre et conduisent à une série de chambres funéraires peintes, couvertes de hiéroglyphes et de représentations de l'au-delà. Au centre se trouve la sépulture du plus célèbre des pharaons, le roi Toutankhamon. Sa chambre funéraire ne ressemble à celle d'aucune autre tombe de la vallée. Et aujourd'hui encore, elle déconcerte les archéologues. Le tombeau de Toutankhamon est entouré par ceux des grands pharaons qui l'ont précédé et lui ont succédé. Si aujourd'hui Toutankhamon est connu du monde entier, les historiens pensent que de son vivant, il était relativement insignifiant. C'était un enfant. À 9, 10, 11 ans, c'était un pharaon relativement mineur. C'est grâce à son tombeau qu'il a été réhabilité. Cet enfant roi est devenu un des symboles de la puissance de l'Égypte ancienne. Kent Weeks a passé 40 ans à étudier la vallée des rois. Comme d'autres archéologues, une question le taraude. Comment ce tombeau a pu transformer ce pharaon mineur en un des personnages les plus célèbres de l'histoire? La réponse serait à chercher du côté des fresques qui décorent les tombes de la nécropole. Pourquoi celles du tombeau de Toutankhamon sont-elles si différentes de celles de pharaons plus puissants? Les sépultures de la vallée des rois sont quasiment toutes bâties sur le même modèle. Elles contiennent les mêmes scènes classiques, alors que celles de Toutankhamon, pas du tout. Kent Weeks se dirige vers la tombe du grand Séti II pour étudier les fresques d'une sépulture royale typique. Passons à l'autre côté. Même si les premiers pharaons aimaient se faire construire des pyramides, à l'époque de Séti II, les souverains préféraient déjà les sépultures sous terre. Les pyramides ont servi de sépulture entre 2600 et 2500 ans avant notre ère. Ces tombeaux ont 1000 ans de moins.
Les pyramides étaient alors passées de mode. Mais la forme pyramidale, le symbole du dieu soleil, continuait à être un emblème de protection. C'est pour ça que cette vallée a été choisie comme nécropole royale. Cette montagne ressemble à une pyramide. On a la forme pyramidale, le symbole du dieu soleil, qui surplombe et protège l'ensemble du site. Kent Weeks descend dans le tombeau de Séti II. Une fois à l'intérieur, il photographie chacun des bas-reliefs qui ornent ces murs. Ce sont pour la plupart des scènes tirées du livre des morts, le texte religieux des Égyptiens. Il fallait avant tout faciliter le voyage du pharaon de cette vie à l'autre. C'était la préoccupation majeure des Égyptiens à la mort d'un pharaon. Comment lui assurer le meilleur des périples dans l'au-delà? Toutes ces inscriptions, toutes ces scènes n'ont pas d'autre objectif. Les croyances voulaient que ce voyage commence au coucher du soleil. Le pharaon suivait la trajectoire du soleil qui plongeait dans les ténèbres. Protégé par des amulettes, le pharaon était alors soumis à une série d'épreuves, parmi lesquelles la traversée d'un lac de feu et un corps à corps avec un serpent géant. Venait ensuite la plus terrible des épreuves, la pesée du cœur avec en face la plume de la rectitude, une épreuve dont le pharaon était dispensé. Il parvenait ensuite dans l'au-delà, où il était accueilli par un cortège de dieux. Il se transformait alors en dieu solaire, et le soleil pouvait reprendre sa course. Les amulettes et les formules liturgiques sur les murs servaient de talisman au pharaon. Les sculpteurs n'avaient donc pas le droit de commettre la moindre erreur. Ce qui frappe lorsqu'on examine ces bas-reliefs, c'est le souci du détail, même sur les colonnes de hiéroglyphes les plus simples. Les oiseaux sont minutieusement représentés, à tel point qu'on peut même identifier leur espèce. Il fallait à tout prix être soigneux, parce qu'il s'agissait de textes sacrés. La plupart des sépultures royales sont abondamment et richement décorées. Mais celle de Toutankhamon, qui est la plus connue, est de loin la moins spectaculaire. Elle ne comprend que 4 petits caveaux d'à peine 4 mètres de large. Au centre, une chambre funéraire, très peu décorée et sans le moindre bas-relief. Des niches cachées dans les parois abritaient autrefois des statuettes funéraires, les fameux Ushepti. Ils étaient au service du pharaon après sa mort, ainsi qu'Anubis, le dieu chacal des morts. La chambre funéraire de Toutankhamon se trouvait remplie d'amulettes, mais ses murs étaient entièrement nus, contrairement à ceux des autres tombeaux de la vallée des rois. Tous ces éléments distinguent son tombeau des autres, sans que l'on sache vraiment expliquer pourquoi. Aujourd'hui, Kent a la chance de pouvoir étudier de près les inscriptions funéraires du caveau de Toutankhamon. Il cherche à comprendre pourquoi elles sont moins sophistiquées que celles d'autres tombeaux. Kent travaille avec une équipe qui est chargée de la conservation de ces fresques fragiles. Laurie Wong a découvert des défauts sur la peinture des murs. On remarque une série de coulures ici, au bas du mur. Il y en a un peu partout dans le caveau, ce qui fait penser que la peinture a été appliquée à la hâte. Ce qui est également curieux, c'est que la technique de peinture diffère d'un mur à l'autre. On pourrait imaginer que dans une salle aussi exiguë que celle-ci, la technique soit la même partout. Kent s'interroge également sur les mystérieuses taches brunes qui couvrent les parois. Notre mission consiste à étudier ces taches brunes. À ma connaissance, on n'en a trouvé dans aucune autre sépulture égyptienne. Elles sont donc propres à ce tombeau. Toutes ces taches étaient à l'origine des micro-organismes.
Pour Laurie, il s'agirait d'un champignon qui s'est développé une fois les portes du tombeau scellées. Après la cérémonie d'inhumation, les prêtres apportaient toutes sortes de victuailles dans le tombeau. Du vin, de la nourriture, des matières organiques dont ces champignons se sont vraisemblablement nourris. Impossible d'enlever les taches sans détruire les fresques, car le champignon s'est développé à l'intérieur des pigments de peinture. Mais il faut en revanche s'assurer que les milliers de touristes qui visitent le tombeau chaque année n'aggravent pas le problème. Ce tombeau est ouvert au public et les visiteurs sont bien sûr là pour admirer ces fresques. Mais après avoir mesuré le taux d'humidité et la température à l'intérieur du caveau, on en a conclu que, vu l'exiguïté de l'espace et la chaleur qui règne à l'extérieur, la transpiration des touristes risquait de faire monter le taux d'humidité. Or, si on veut sauvegarder ces fresques, il faut s'assurer que les taux d'hygrométrie restent les plus constants possibles. Pendant que Laurie songe à l'avenir du tombeau, d'autres se posent des questions sur son passé. Kent a repéré une autre anomalie à l'intérieur du caveau. Dans les autres tombeaux, de longues galeries sont recouvertes colonne après colonne d'inscriptions religieuses. Ici, on n'a que quelques scènes extrêmement succinctes. Kent a identifié une scène du livre des morts, mais celle-ci a été grandement simplifiée. Il y a 12 babouins représentés ici. Chacun occupe un rectangle qui représente les 12 heures de la nuit que le défunt doit traverser pour accéder à l'immortalité. Les scènes principales sont bien toutes là, mais la facture est moins raffinée que celle des bas-reliefs du tombeau de Séti. L'absence de détails est inhabituelle à tout point de vue. Pour Kent, les coulures de peinture et les inscriptions sommaires ne peuvent avoir qu'une explication. Les ouvriers étaient très certainement pressés par le temps. Ça explique les coulures, les formules liturgiques rudimentaires et la représentation du livre des morts tronqué. Quelles qu'aient été les raisons, politiques, religieuses ou que sais-je encore, il fallait terminer au plus vite. Mais pourquoi une telle précipitation ? Pour les égyptologues, la réponse résiderait dans la petitesse anormale du tombeau de Toutankhamon. Presque tous les tombeaux de la vallée des rois ont des chambres funéraires immenses et de longues galeries sinueuses. Pourquoi celui de Toutankhamon fait-il exception ? Le tombeau de Toutankhamon, une machine magique conçu pour catapulter son âme dans l'immortalité. Mais il fait figure de nain dans cette vallée de géants. La plupart des pharaons se faisaient construire des tombeaux qui reflètent leur puissance et leur richesse. Celui de Séti Ier est un chef-d'œuvre du genre. Une succession de salles richement décorées, avec des couloirs rehaussés de piliers et des murs couverts de bas-reliefs. Sous la chambre funéraire, un escalier dérobé, taillé à même le roc, s'enfonce à 100 mètres sous terre, soit la taille de la Grande Pyramide. Avec ses 17 salles à couper le souffle, ce tombeau est 6 fois plus grand que celui de Toutankhamon. Mais comment expliquer une telle différence de taille ? Les ouvriers n'ont-ils pas eu le temps de construire un tombeau plus grand ? Pour l'égyptologue Catherine Reurig, la brève existence du pharaon serait une explication possible. Il avait 18 ans quand il a disparu, et personne ne s'attendait à ce qu'il meure aussi jeune. Accompagnée de tailleurs de pierre, la chercheuse se rend dans le désert pour creuser un tombeau.
Elle veut savoir si le décès prématuré du jeune pharaon a effectivement pris les ouvriers de court. En général, la construction du tombeau commençait dès que le pharaon montait sur le trône. Toutankhamon a dû arriver au pouvoir lorsqu'il avait 9 ans, et son règne a lui aussi duré à peu près 9 ans. La chercheuse a décidé de mettre sa théorie en pratique en faisant creuser un tombeau. Elle pourra mesurer le travail accompli en une journée et en déduire la taille d'un tombeau au bout de 9 ans de construction. En les regardant prendre des mesures, la chercheuse se demande si ces ouvriers seront à la hauteur de leurs homologues de l'Antiquité. À l'époque, la construction des tombeaux mobilisait toutes sortes de corps de métier. Il y avait des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des dessinateurs, des peintres. Les ouvriers utilisent un simple fil à plomb et une équerre pour délimiter l'entrée du tombeau. Les mêmes outils dont se servaient sûrement les Égyptiens de l'Antiquité. À l'époque de Toutankhamon, les Égyptiens bâtissaient des tombeaux depuis déjà 2 siècles et demi. Ils étaient d'une grande précision. Ils savaient faire des murs parfaitement droits et ils savaient également faire des coudes. Ils avaient appris toutes ces techniques en utilisant des outils très simples. Une fois l'entrée délimitée, le travail commence. La progression est lente et difficile. Dans l'Antiquité, les Égyptiens ne devaient pas avancer beaucoup plus vite. Ils devaient démarrer avec de grosses masses en pierre. Mais à l'époque de Toutankhamon, ils devaient aussi être équipés de burins en bronze. Après un changement d'équipe, la chercheuse vient évaluer l'avancée des travaux. Au bout de 3 heures de travail, ils ont pas mal progressé. Là, c'est l'angle. On voit la marque rouge. Et de là à là, il y a une vingtaine de centimètres. À ce rythme-là, les ouvriers de Toutankhamon auraient eu largement le temps de lui construire un tombeau plus grand. Dans l'Égypte ancienne, les ouvriers travaillaient tous les jours. Ils creusaient pendant 10 jours d'affilée et ils étaient remplacés par une autre équipe. Le travail ne s'arrêtait pas le week-end. Avec des ouvriers aussi chevronnés, rien qu'en 1 an, les progrès auraient dû être bien plus considérables. À ce rythme-là, le tombeau de Toutankhamon aurait dû avoir des proportions tout autres. Le règne de Toutankhamon a duré un total de 9 ans. Donc, si la construction de son tombeau a bien commencé quand il est monté sur le trône, il aurait dû avoir la même taille que celui de ses prédécesseurs. Le monument aurait dû être plus grandiose. Si la durée de la construction n'est pas en cause, alors pourquoi son tombeau est-il si petit? Il est possible qu'il n'ait pas commencé sa construction tout de suite. Après tout, pourquoi bâtir un tombeau pour un pharaon aussi jeune? Quand le jeune pharaon a brutalement été emporté, les ouvriers se sont peut-être dépêchés d'ériger un tombeau de fortune. Certains pensent même qu'à sa mort, son tombeau se réduisait à un simple couloir et qu'il a ensuite fallu mettre les bouchées doubles pour le terminer. Le couloir a été prolongé en toute hâte par une chambre funéraire de 4,50 m de large. Le strict minimum pour accueillir un sarcophage. Les peintres se sont ensuite chargés des inscriptions funéraires. L'un devait tracer un premier contour en rouge, qu'un autre reprenait en noir, avant d'y ajouter de la couleur. Le sarcophage a enfin été descendu et le tombeau scellé à jamais. Les ouvriers avaient un calendrier à respecter. Il fallait entre 70 et 80 jours pour embaumer un corps.
Ils avaient donc un peu plus de 2 mois pour finir le tombeau et inhumer le corps. Ce minuscule tombeau serait-il le résultat d'un travail bâclé? Ce n'est pas impossible. Mais certains archéologues penchent pour une autre hypothèse. Le tombeau de Toutankhamon aurait été construit pour quelqu'un d'autre. La vallée des rois, des montagnes qui ont servi de nécropole aux pharaons pendant plus de 5 siècles. Mais son accès n'était pas seulement réservé aux souverains. Prêtres, roturiers et même animaux domestiques étaient enterrés dans des tombeaux privés de facture et de taille plus modeste. Pourquoi Toutankhamon a-t-il été enterré dans l'un de ces tombeaux privés? Et si oui, pour quelle raison? L'archéologue Donald Une fois ces tombeaux localisés, il a fallu les mesurer, faire l'inventaire de leur contenu, le classer, l'analyser de façon à pouvoir les conserver pendant de longues années encore. Ces tombes sans prétention ont pourtant révélé des secrets étonnants. Un tombeau, composé seulement d'un puits et d'une chambre mortuaire, contenait 13 dépouilles humaines différentes. Un autre des momies d'animaux, dont un chien et des babouins. Ils sont tous différents et présentent tous un intérêt. Mais pour l'égyptologue, il y a des similitudes frappantes entre le tombeau de Toutankhamon et ses sépultures plus modestes. Ils ont tous une structure différente. Le plus simple se résume à un puits qui mène à une chambre funéraire unique. D'autres sont plus élaborés et possèdent des salles latérales et un escalier. Les plus grands ont des piliers intérieurs. Mais le tombeau de Toutankhamon possède une différence de taille. Son énorme sarcophage richement ouvragé. Il a été taillé dans du quartzite, une roche très compacte. À l'intérieur, 2 cercueils gigognes de 2 mètres de long, pesant plus d'1 tonne et dorés à la feuille d'or. Le plus petit renferme un cercueil en or massif, incrusté de pierres précieuses. Couchée à l'intérieur, la momie de Toutankhamon, revêtue d'un masque mortuaire en or, pour faciliter son passage dans l'au-delà. Cette sépulture royale a protégé le corps du jeune pharaon pendant des millénaires. Donald Ryan explore l'intérieur d'un tombeau privé, dépourvu de décoration. Il n'a jamais trouvé de sarcophage en pierre dans ce type de sépulture. Les sarcophages sont réservés aux tombeaux des rois. Dans ces sépultures plus modestes, les cercueils sont très beaux, mais il n'y a ni sarcophage ni couvercle.
Donald cherche à savoir à qui appartenait ce tombeau. Mais ce n'est pas une tâche facile. La plupart de ces tombeaux n'ont absolument aucune décoration. On ne peut donc pas lire les inscriptions en arrivant et savoir qui est enterré là. Avec son équipe, il mesure avec précision la taille du puits et des différentes salles. Ces tombeaux n'ont pas tous la même structure, mais ils étaient destinés à des personnalités importantes. C'était un privilège d'être inhumé dans la vallée des rois. Donald est persuadé que ce minuscule tombeau a été annexé pour accueillir le sarcophage de Toutankhamon. Il ne lui était sans doute pas destiné. À l'intérieur du caveau, l'archéologue fait une nouvelle découverte. Ce bloc de pierre serait la preuve que les obsèques du pharaon ont été organisées hâtivement et qu'il y a eu une succession de ratés. Les panneaux plaqués d'or destinés au futur sanctuaire étaient trop larges, ce qui a obligé les ouvriers à retailler les parois des galeries pour permettre leur passage. Le couvercle du sarcophage avait également dû se briser en deux au moment de la descente. Et la fissure a dû être rebouchée avec du plâtre et repeinte. Au moment de déposer la momie dans son cercueil en or, impossible de refermer le couvercle, ce qui a obligé les ouvriers à lui raboter les orteils pour le sceller. Enfin, au moment d'assembler le sanctuaire, les ouvriers n'avaient plus que quelques centimètres pour manœuvrer. Beaucoup de chercheurs pensent qu'un autre tombeau était en cours d'exécution quand Toutankhamon est mort, mais qu'il n'était pas terminé, et que celui-ci a été réquisitionné pour ses funérailles. Mais pour qui ce tombeau avait-il été construit si ce n'est pour le jeune pharaon? Il correspond au profil d'une personne de haut rang. Peut-être une reine, un prince ou une princesse. Quelqu'un de haut placé, mais pas un souverain. Peu importe son futur occupant, ce tombeau a transformé le destin de Toutankhamon. C'est son état de conservation qui le rend aussi exceptionnel. La plupart de ces tombeaux, à de très rares exceptions près, ont été pillés pendant l'Antiquité. Celui de Toutankhamon a été retrouvé quasiment intact. Les pillards ont dépouillé la plupart des tombeaux bien avant qu'ils ne soient découverts par les archéologues. Mais comment celui de Toutankhamon a-t-il échappé aux profanateurs pendant 3 millénaires? Le tombeau de Toutankhamon, un modeste monument édifié pour un haut dignitaire, mais certainement pas un pharaon, est resté enfoui depuis la nuit des temps. Le corps du jeune roi a été protégé pendant des dynasties. Son trésor a même échappé au plus grand fléau de la vallée des rois, les pilleurs de tombes. Nos monuments anciens ont beaucoup souffert des pillages, et ça un peu partout en Égypte. L'archéologue Essam Chiab parle d'expérience. Très peu de tombeaux égyptiens ont été retrouvés intacts. Essam Chiab a fouillé de nombreuses sépultures de la région. Mais les momies qu'il a exhumées étaient toujours très abîmées et leurs trésors disparus. Les anciens Égyptiens étaient persuadés qu'il y avait une vie après la mort. C'est pour ça qu'ils se donnaient autant de mal pour dissimuler les tombeaux et leurs trésors. Les tombes royales étaient soigneusement protégées. Celles de Toutankhamon comme les autres. Une porte murée bloquait l'accès à la chambre funéraire. Et l'entrée du tombeau était scellée à la chaux. 40 tonnes de remblai étaient déversées dans le couloir, formant un rempart compact de 8 mètres.
Une troisième porte, frappée du sceau du pharaon, achevait de fermer l'entrée. Ces 3 couches protectrices étaient ensuite recouvertes de pierre pour que les tombeaux soient invisibles dans le paysage aride. Est-ce parce qu'il a été si bien camouflé que le trésor de Toutankhamon est resté intact? Essam Chihab n'en est pas si sûr. Aujourd'hui, il examine d'autres tombes de la même époque dans une vallée voisine, celle des nobles. Il y a une centaine de tombes rien que dans ce secteur. Mais la nécropole des nobles en compte plus de 400 en tout. Partout où on marche, il y a des tombes. Et la plupart n'a pour l'instant pas encore été exhumée. Elles avaient un système de sécurité identique à celui de Toutankhamon. Et pourtant, toutes ont été visitées. On n'a trouvé aucun objet appartenant au défunt parce que tout avait déjà été emporté. Essam cherche à comprendre pourquoi le système anti-intrusion n'a pas fonctionné. Il connaît les techniques utilisées par les pillards pour s'introduire dans les tombes. Lorsque la police de la nécropole montait la garde la nuit, la visibilité était mauvaise et les sépultures particulièrement exposées. Certains pillards allaient jusqu'à soudoyer les gardiens pour connaître l'emplacement des entrées. Ils perçaient alors un tunnel au milieu des gravats et s'introduisaient dans la chambre funéraire après avoir fait sauter les portes murées. Les tombeaux plus récents étaient équipés d'une fosse de 5 mètres de profondeur. Mais les pillards fracassaient les portes murées et descendaient à l'aide d'échelles de cordes. Ils emportaient tout ce qu'ils pouvaient et mettaient le feu à la chambre funéraire pour récupérer les précieuses feuilles d'or. Mais dans la tombe qu'Essam examine, le scénario a dû être tout autre. L'entrée principale est restée scellée, ce qui n'a pas empêché les voleurs de s'emparer du butin. Essam cherche à comprendre comment ils ont pu entrer. En creusant, on a remarqué que le dallage avait été découpé. Ils ont dû enlever les dalles pour s'introduire dans le tombeau et voler le trésor. Même quand ils ne trouvaient pas l'entrée, les pillards savaient qu'il leur suffisait de creuser pour ramasser le jackpot. En descendant dans le tombeau, Essam fait une nouvelle découverte. À mon avis, cette brèche a été percée par un premier voleur qui voulait s'emparer du trésor. Une fois la tombe localisée, les voleurs fracassaient tous les murs jusqu'à retrouver l'intégralité du trésor. Là, ce sont des traces d'effraction. Lorsqu'un voleur arrivait dans un tombeau, il cassait tout sur son passage, jusqu'à ce qu'il trouve le trésor. Ces pillards étaient d'une telle cupidité que rien ne pouvait les arrêter. Essam aura du mal à découvrir l'identité du défunt sans aucun objet pour l'identifier. Ses assistants passent les murs au rayon infrarouge, bien décidés à trouver des pistes sur les bas-reliefs. Comme vous le voyez, ce tombeau est en très mauvais état. Il ne nous reste que des bribes de scènes qui couvraient ce mur. On distingue quelques personnages, par exemple par ici. On est en train d'isoler ces fragments pour les mettre bout à bout, ce qui nous permettra peut-être d'identifier l'occupant de ce tombeau. L'archéologue se comporte un peu comme un détective. À partir de simples fragments, il tâche de reconstituer l'histoire d'une sépulture. Essam pense qu'elle a appartenu à un certain Djéouti-Néfer, qui a été le scribe du pharaon Thoutmôsis III. Il a découvert des cônes funéraires à son nom tout près de la tombe. Et s'il en trouve d'autres à l'intérieur du caveau, il aura la preuve qu'il ne s'est pas trompé.
On regarde à la loupe les fragments de la fresque qui couvrait le mur nord du tombeau pour voir si le nom de Djéhouti-Néfer n'apparaît pas quelque part. Si c'est le cas, on sera sûr à 100% que ce tombeau était bien le sien. Le trésor a disparu depuis bien longtemps. Il n'en subsiste absolument rien. Il n'était pas rare que les pillards éventrent les momies dans l'espoir de trouver des bijoux. On a retrouvé beaucoup de squelettes, de nombreux crânes, des crânes séparés du reste du corps et beaucoup de membres arrachés. Os brisés, crânes fracassés, sanctuaires brûlés. Les pillards ne reculaient devant rien pour s'emparer d'un trésor. Cette fracture a peut-être été commise par un pillard. Tout a été détruit à l'intérieur de la tombe. Quel que soit le système de protection utilisé, les pillards parvenaient à le contourner. Alors comment le tombeau de Toutankhamon a-t-il été épargné, lui qui possédait un système de protection analogue? Si les portes scellées et les entrées murées n'ont pas dissuadé les voleurs, qu'est-ce qui a pu le faire? Manifestement, un cataclysme naturel lui aurait assuré la meilleure des protections. Les tombeaux des anciens pharaons contenaient autrefois des trésors, mais ceux-ci ne restaient jamais très longtemps en place. Les pillards visitaient systématiquement les sépultures de la région et les dévalisaient entièrement, à une exception près. Il y a 62 tombeaux dans le secteur est de la vallée des rois. Celui de Toutankhamon est de loin le plus célèbre. C'est un des rares tombeaux, non seulement de la vallée, mais d'Égypte, à avoir été découvert intact. Le chercheur Kent Weeks cherche à savoir pourquoi ce tombeau a été épargné. Il a fait une trouvaille intéressante en épluchant des photos de la découverte du tombeau par l'égyptologue Howard Carter en 1922. Carter avait travaillé des années dans la vallée des rois et il en était venu à faire une véritable fixation sur le tombeau de Toutankhamon. Il faut préciser qu'à l'époque, ce dernier était quasiment inconnu, même des égyptologues. Grâce au soutien de Lord Carnarvon, un riche mécène, Carter avait passé plusieurs années à chercher le tombeau du jeune pharaon, mais sans résultat. Carnarvon était déçu. Il commençait à se dire qu'il fallait laisser tomber. « C'est fini », avait-il annoncé à Carter. « C'est la dernière année. » Carter l'a supplié de lui accorder une année de plus. Carnarvon a accepté. Ils sont revenus en Égypte et on connaît la suite. Le 26 novembre 1922, après 15 ans de fouilles, Howard Carter est le premier à descendre dans le tombeau de Toutankhamon depuis 3000 ans. L'antichambre que découvrent Carter et ses hommes est remplie d'un bric-à-brac d'objets destinés à servir au pharaon dans l'au-delà. 6 chars démontés, son trône d'enfant et des stocks de nourriture et de vin. 2 statues de l'enfant roi semblent monter la garde devant la chambre funéraire. Derrière une porte murée, un imposant sanctuaire brille de tous ses feux. Les viscères momifiés du pharaon sont conservés dans des vases canopes en albâtre. Ce trésor funéraire est resté intact pendant plus de 3000 ans. C'est un des seuls de la vallée à avoir survécu. Pour Kent Weeks, il faut reprendre les photos des fouilles de Carter pour trouver un début d'explication. Voici une photo de l'équipe de Carter. C'est là qu'ils ont découvert l'entrée du tombeau. C'était un secteur où personne ne pensait rien trouver. Il faut dire qu'une énorme quantité de gravats bloquait l'entrée. Cette découverte s'est vite imposée comme la plus extraordinaire de la vallée.
Regardez la taille de ces blocs. On dirait des ballons de basket. Certains devaient peser 50 ou 60 kilos. Pour Kent Weeks, ces blocs de rocher n'ont pas été mis là par l'homme. Le tombeau de Toutankhamon s'est peut-être tout simplement retrouvé enseveli après une catastrophe naturelle. Il pense que la réponse se trouve dans cette falaise. Il y a environ 2000 graffitis gravés sur cette falaise. Ils parlent un peu de tout. Ce sont de brefs aperçus de ce que pouvait être la vie autrefois. Kent sonde la paroi à la recherche d'une inscription à peine lisible. Bon sang, que c'est dur. Si, c'est elle. Ça n'a l'air de rien, mais c'est bien une inscription. Écrite de la main d'un scribe, venu ici pour montrer à ses 3 fils les ravages d'une crue soudaine. C'est elle qui, d'après Kent, aurait charrié ces tonnes de blocs de rochers. L'eau a dû emporter une partie de cette falaise et entraîner dans son sillage des tonnes de débris. Du sable, des graviers, des blocs de calcaire, certains de plus de 100 kilos. C'était une crue suffisamment spectaculaire pour que ce scribe ait eu envie de la montrer à ses enfants. Ces gros rochers auraient causé de gros dégâts sur les tombeaux qui se trouvaient sur leur chemin. Si l'eau avait emporté l'entrée du tombeau et qu'elle avait envahi tout le caveau, c'était la catastrophe assurée. Il y aurait eu des débris partout et même les coffres en pierre auraient été pulvérisés. Mais si la porte d'entrée a résisté, les rochers et le torrent de boue ont eu l'effet inverse. Ils ont protégé le tombeau au lieu de le détruire. C'est la thèse de Kent. Il se dit que lorsque le torrent de boue a déferlé, le tombeau de Toutankhamon a été un des rares à être épargné. Selon lui, la crue a été provoquée par un violent orage qui a balayé la vallée des rois et enseveli le tombeau de Toutankhamon. Le torrent a déversé des couches de pierre et de sédiments devant l'entrée du tombeau. Sous le soleil de plomb, la boue a durci comme du béton et recouvert le tombeau d'une gangue étanche. Plus tard, en construisant de nouveaux tombeaux, les ouvriers ont recouvert la zone de pierre et installé leurs cabanes dessus. Pendant 3000 ans, des couches de terre sont venues s'amonceler sur le tombeau pour en faire le plus hermétique de l'histoire d'Égypte. Kent veut comprendre les effets de cette crue soudaine. Nous avons étudié les phénomènes de crue à l'époque des dynasties. À quel endroit l'eau s'est coulée et quelle quantité de débris aurait été charriée jusqu'au tombeau de Toutankhamon et aurait enseveli l'entrée. Il étudie les lieux pour mieux comprendre la trajectoire du torrent. KV62, la tombe de Toutankhamon, se trouve au beau milieu de la vallée. Elle occupe une position absolument centrale. En cas de pluie torrentielle, l'eau dévale la vallée à une vitesse vertigineuse et charrie pas mal de débris qui vont s'immobiliser juste devant l'entrée. Enfoui sous les gravats, le tombeau du pharaon était quasiment impossible à trouver. Quand Howard Carter a entrepris ses fouilles, il a repéré les anciennes cabanes d'ouvriers. Il a repéré les débris de la crue par en dessous. Dans un premier temps, il s'est dit qu'il n'y avait probablement plus rien. Mais il a continué ses fouilles. Il a creusé sous les cabanes, sous les débris, jusqu'à ce qu'il trouve la sépulture qu'il cherchait depuis le départ. Si le trésor de Toutankhamon a été protégé par cette crue, certaines questions n'en restent pas moins sans réponse. Si les Égyptiens connaissaient l'existence d'un trésor enfoui dans la vallée, pourquoi les pillards ne se sont-ils pas lancés à sa recherche comme Carter dans les années 1920 ? Des découvertes récentes révèlent que suite à un anathème sordide, le jeune pharaon a
a peut-être purement et simplement été effacé de l'histoire. Le tombeau du roi Toutankhamon. La découverte de son trésor miraculeusement épargné a rendu le pharaon célèbre dans le monde entier. Mais si ce tombeau est resté si longtemps intact, ce n'est pas seulement à cause de cette crue. Aujourd'hui, Kent Weeks traverse le Nil pour vérifier une autre hypothèse. Personne n'aurait eu connaissance de l'existence de ce tombeau. Il pense que le nom du pharaon a délibérément été effacé des anciennes archives. Personne n'avait eu l'idée de chercher son tombeau. Son nom ne figurait peut-être même pas sur la liste des pharaons que cherchaient les premiers archéologues. À tout point de vue, Toutankhamon semble avoir été un pharaon sans envergure et quasiment inconnu. Les égyptologues seront sur le site du temple de Luxor pour examiner des inscriptions. Luxor a été pendant des siècles le centre politique et religieux de l'Empire égyptien. Ces bas-reliefs représentent les grands pharaons égyptiens. Toutankhamon devrait être présent parmi eux, sauf qu'il ne figure nulle part. D'après Kent, c'est Akhenaton, le père de Toutankhamon, le grand responsable. Akhenaton avait pris la décision de fermer les temples de pratiquement toutes les divinités égyptiennes. Or, ces temples jouaient un rôle clé dans l'économie égyptienne. Ces fermetures ont ébranlé l'économie du pays jusque dans ses soubassements. La société s'est retrouvée très fragilisée. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. C'était terriblement traumatisant. L'impopularité d'Akhenaton devait être telle que son fils en a sans doute souffert et que son nom a été effacé du temple. Kent en a trouvé la preuve dans le bas-relief d'un très jeune pharaon. C'est le début d'une procession. Là, tout en haut, la représentation du roi. Pour le chercheur, ce personnage ne peut être que Toutankhamon. Mais l'inscription juste à côté porte un tout autre nom. Le nom Toutankhamon a été effacé et remplacé par celui de son successeur, Horemheb. Le bas-relief de droite semble plus profond que ceux qui l'entourent. Pour Kent, c'est la preuve que le nom d'origine a été martelé et remplacé par celui d'Horemheb. Une des premières mesures que Horemheb a pris en arrivant sur le trône, c'est de supprimer des archives toute trace de cette période qu'il jugeait hérétique. Akhenaton et son fils se sont retrouvés victimes d'une condamnation post-mortem de la part de leur successeur. Horemheb a même fait modifier la liste des rois qui recense chaque souverain égyptien. Horemheb a non seulement essayé d'éliminer toute trace d'Akhenaton et de son fils en effaçant leur nom de la liste des rois, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a englobé leur règne dans le sien. Il a détruit tous les documents pour ne laisser subsister qu'un seul règne, le sien. Akhenaton et Toutankhamon n'ont tout simplement jamais existé. Les pharaons suivants, y compris Ramsès II, ont continué ce travail de sape, ne ratant aucune occasion de faire disparaître les noms du père et du fils. Toutankhamon a disparu des livres d'histoire. Et avant que Carter ne commence ses fouilles, personne ne songeait à chercher le tombeau de ce pharaon tombé dans l'oubli. C'est finalement un comble que cet enfant roi, sans réelle autorité, qui devait rester cloîtré chez lui avec ses jouets, soit devenu un des symboles de la puissance de l'Égypte ancienne. Comme son trésor nous est parvenu intact, Toutankhamon s'impose comme le plus célèbre des pharaons. Les anciennes sépultures portent souvent cette inscription. « Ô toi, voyageur qui passe devant ce tombeau, prononce mon nom et je te récompenserai grassement. » Pourquoi? Parce qu'on pouvait garantir la vie éternelle à un homme en répétant son nom.
Et quel nom de pharaon est répété tous les jours par des millions de gens dans le monde, si ce n'est celui de Toutankhamon? Toutankhamon. Toutankhamon. Plus que tout autre, il peut jouir de la vie éternelle. Lors du décès du jeune roi, sa momie est inhumée dans une tombe qui n'a jamais été conçue pour un pharaon. Mais l'histoire s'est chargée de transformer ce souverain sans doute mineur en légende d'aujourd'hui. Sa momie a passé 3000 ans enfermée dans un cercueil en or massif, protégée par une armada d'objets rutilants. C'est le seul à avoir surpassé ses rivaux pour atteindre le but suprême de tout pharaon, l'immortalité.